C'est good. Ici. Hop. Allez, on va faire encore une fois des petites annales aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est encore une fois de pousser les révisions au plus loin. Est-ce que, avant que j'attaque les annales, vous avez quelques questions simples de cours? Alors, Tiffany, je crois que tu voulais voir un petit récap sur les lamines. Est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais vraiment ou tu veux que je fasse un récap tout simplement? Juste un rappel sur les lamines, c'est tout. Alors, les lamines, d'abord, c'est une protéine cytosolique, enfin cytosolique, du tenant cytosolique, mais qu'on retrouve dans le nucléoplasme. Et en fait, les lamines, elles ont comme particularité d'être des protéines qui appartiennent aux filaments intermédiaires. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que donc, finalement, la partie, donc les filaments intermédiaires, il y a spératine, il y a un machin, il y a des desmine, etc. Mais il y a aussi donc l'amine. Et en fait, ces lamines-là en question, on va les retrouver donc que dans le nucléoplasme. Et il y a trois sortes de lamines, lamine A, B ou C. Et lorsque la lamine A et la lamine C ont perdu leur groupement farnésyl, et c'est ça le principe, c'est que la lamine, elle a au début leur groupement farnésyl et après elle le perd, ben, la lamine A et C sont plutôt des lamines qui vont être solubles. Okay, solubles dans quoi? Solubles dans le nucléoplasme. Alors que la lamine B, qui elle garde tout le temps son groupement farnésyl, la lamine B, on va la retrouver surtout au niveau de la lamina. Okay, la lamina, c'est ce que vous retrouvez en périphérie de la lamine de la membrane du nucléoplasme, de l'enveloppe nucléaire. Voilà. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses sur les lamines? Non. Voilà, juste vraiment faire la différence entre lamine A, B et C. On peut retrouver des lamines A et C dans la lamina, mais jamais de la lamine B dans le nucléoplasme. D'accord? Et tout ça, ça a un rapport avec un groupement farnésyl. Ok. Du coup, on va essayer on va essayer de faire pas mal de petits QCM là. Donc ici, c'est quoi? C'est l'examen 6. On l'a vu ça? Non. Non, je ne crois pas qu'on l'a vu celui-là. L'examen 6, non, on ne l'a pas vu. Alors, je le retrouve. 30 secondes. Donc, commencez à les faire. Donc ici, on est plutôt à la fin donc, du poly. Donc, c'est vraiment hyper, c'est pas compliqué du tout. Donc, les questions au fur et à mesure. Donc, on est à la question 37. Question 37. Est-ce que 1 est un récepteur couplé aux protéines J? Excusez-moi, hein, c'est hyper difficile. Non, c'est un récepteur à la limite tyrosine kinase. Vous voyez qu'elle n'a pas du tout de domaine, 7 domaines transmembranaires. Donc, c'est un récepteur tyrosine kinase. Ici, je dirais plutôt que c'est un récepteur de croissance ou un récepteur tyrosine kinase. Ça me paraît plus un récepteur de facteur de croissance. Donc, la A est fausse. B2, c'est une protéase. Oui, ça peut être ADAM, ça peut être un MP qui va couper la partie extracellulaire de la protéine. 3 comporte un site de fixation au ligand. Donc 3 comporte le site de fixation du ligand. Oui,
forcément, puisque le 3, il peut aller sur un autre récepteur et il est un site de fixation de ligand. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le récepteur 1 a été activé par la fixation de son ligand. A priori, non. Je dirais non. Je dirais que le récepteur 1, il a été activé au contraire, par... alors, attends, juste, je vois ici. Mais c'est pas juste? Attends 2 secondes. Le récepteur 1 a été activé par la fixation de son ligand. Alors oui, à la base, 3 s'est fixé sur 1 et l'a activé, probablement. Bon, alors, ici, je fais un petit bémol à ce que je dis. Je réfléchis avec vous. Ici, j'ai vraiment l'impression que ici, quand on coupe le récepteur 1, eh bien, quelque part, on l'active. C'est-à-dire, le fait d'avoir coupé 1, ça va provoquer des tapes 5, 8 et après 10. Donc ici, j'ai l'impression que c'est 2 qui activent 1. Okay, je vérifierai sur la correction, mais j'ai l'impression que 2, qu'en le coupant, il va l'activer. Donc, ça me paraît être faux. On va voir la E, on va voir la E. Une molécule ayant la même activité que 2 est présente dans la phase cytosolique de l'enveloppe nucléaire. Non, 2, c'est une protéase extracellulaire, donc il n'y a pas de raison que 2, on le retrouve sur la phase cytosolique de l'enveloppe nucléaire. Je pense que tout le monde est d'accord. Donc, je vérifierai la D. Je vérifie de suite. Voilà, donc j'y suis. 6,37. La D, il a Medphos. Voilà, il a Medphos. Donc, voilà, je pense que c'est... je ne sais pas si Tiffany, tu as bien saisi, mais je pense que c'est plus dans cette direction qu'il faut aller. Le 38. La question 38. 5, c'est quoi 5 5, c'est la partie intracellulaire. Présente un domaine d'activité tyrosine kinase. Oui, okay, ça peut très bien être un récepteur tyrosine kinase, on l'a dit. 6, donc qui est l'enveloppe nucléaire, est représentée simplifiée, une représentation simplifiée de l'enveloppe nucléaire. C'est hyper difficile. 7, donc c'est vrai. 7, c'est le nucléoplasme. Attention, il faut vraiment se casser les méninges. Donc c'est vrai. 8, c'est quoi? 8, ça a l'air d'être le récepteur nucléaire, n'est-ce pas? 8, c'est le récepteur ABCDE, on va dire, ou un récepteur qui va choper son ligand, qui a chopé 5. Donc 8 possède un domaine à liaison à l'ADN, évidemment. C'est comme tout FRT, il a un facteur de régulation de la transcription, il a un domaine de fixation à l'ADN spécifique. Et enfin, 8 est probablement un signal de réaction nucléaire. C'est hyper difficile, c'est vrai également. Comment vous voulez qu'il se retrouve là s'il n'y a pas de NLS? Juste une question d'Anne. Bien sûr. Dans la E, quand on dit 8 possède probablement, est-ce que ça ne serait pas forcément ou probablement c'est bon? Alors, il n'y a pas du tout de piège sur ça en biocé. Ok. Donc, si on avait été en UE1, bon, j'aurais été d'avis à te suivre ou dans certains pièges du E10, mais voilà, vraiment, il n'y a pas du tout ce genre de problématique en biocé. Vraiment, ça c'est une erreur de vouloir la mettre fausse. Vraiment, faites attention, c'est dommage, quoi, parce que vraiment, c'est pas du tout l'idée de la biocé. Mais bon, tu poses une bonne question parce que dans d'autres matières, franchement, on pourrait le cocher. On pourrait la cocher face. Bon, le complexe 5 plus 8 se fixe à l'ADN. Attention, les méninges, ça y va fort là. Bon, évidemment. Si c'est représenté. Non, excusez-moi. La région en 9, donc c'est quoi 9? C'est l'ADN, sur laquelle se fixe 5 plus 8, il y a des régions régulatrices. Alors, qu'est-ce que vous dites?
si on a fait bien la semaine dernière le cours. Vous n'obligez pas à vous interroger. Hein. Tiffany, tu es censée l'avoir révisé. Donc, je répète, l'ARN polymérase numéro 2 se fixe sur la région promoteur, alors que le FRT se fixe sur la région régulatrice. Donc, c'est vrai. OK? Attendez. Hein. OK. La fixation de 5 provoque la courbure de la région 9. Vrai? Pas de problème. Alors, 2 secondes. Hein. Je suis désolé. Oui, allô? Voilà. Désolé. Du coup, donc c'est facile, la courbure de l'ADN provoquée par la fixation du FRT. Le complexe 5 plus 8 est localisé dans l'hétérochromatine. Alors, je rappelle que le chromatine, c'est la partie activée, et l'hétérochromatine, c'est la partie désactivée. Ça sent le faux, mais je vérifie, mais a priori, ça me paraît faux. Okay, 5,8, c'est dans le chromatine. Okay, je vérifierai avec la correction, mais normalement, c'est faux. La réaction en 10 est l'épissage d'un pré-ARN messager. Oh, qu'est-ce que c'est cette question en bois? Ça sent le faux aussi. L'épissage. A priori, c'est quoi 10 pour vous? C'est quoi 10 pour vous? Bougez-vous. Donnez-moi une réponse. C'est quoi 10 pour vous? Bah, c'est pas avec le FRT? C'est-à-dire quoi? C'est quoi? Non, le FRT, il va en 9. Il va provoquer 10. C'est quoi 10? Qu'est-ce qu'il va faire, le FRT, au niveau de l'ADN? Il va provoquer quoi? Il va provoquer une synthèse de protéines. Donc, il va provoquer, d'abord, la premier lieu, il va provoquer une transcription. Donc, ça n'a rien à voir avec l'épissage des ARN messagers. Alors, effectivement, dans la transcription, on peut avoir un ARN, mais ici, ils disent quoi? L'épissage d'un pré-ARN messager. Bon, moi, je l'aurais mis fausse parce que ça me paraît faux. Maintenant, c'est vrai que pour arriver à un ARN messager, il faut passer par l'épissage d'un pré-ARN messager. Je la mets en suspens, celle-là. Je vais voir la correction de suite. Alors, la correction, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent fausse. Alors, ils mettent fausse, ils mettent la transcription d'un ARN messager. Alors, c'est ça la réponse. Pour moi, c'est ambigu parce que la réaction en 10, notez-le bien dans votre tête, c'est que la réaction en 10, c'est l'épissage d'un ARN messager. C'est la transcription d'un ARN messager, excusez-moi. Maintenant, dans la transcription d'un ARN messager, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'épissage. Donc, ça serait un peu ambigu de la mettre fausse. Moi, je l'aurais mise fausse à la base, mais en réfléchissant, je pense que je peux la mettre vraie sans problème. OK? La réaction en 10 se déroule dans le nucléole. Alors, ça, c'est obligatoire et c'est une très bonne question. Ne m'envoyez pas des messages, s'il vous plaît. Essayez de répondre avec l'oral. Je suis désolé, hein, mais je préfère l'oral parce que je n'ai pas le temps de lire vos messages. Alors, dans le nucléole, c'est que tout ça se passe? Ça se passe dans le nucléoplasme, puisque dans le nucléole, il y a les ribosomes qui se synthétisent. Ici, on est en présence d'un ARN polymérase numéro 2 qui va synthétiser des ARN M. Et donc, tout ça se passe dans
le nucléoplasme. La réaction en 10 recrute des désoxyribonucléotides. Ben non, il recrute des ribonucléotides. Je rappelle que désoxyribonucléotides, c'est l'ADN, ribonucléotides, c'est l'ARN. Donc, ça ne recrute pas des oxydes, ça recrute des ARN polymérases. OK? Les molécules produites par l'ARN 10 sont exportées dans le cytosol. Oui, pas de problème. Ils sont exportées dans le cytosol. C'est vrai, un ARN messager. Les molécules 10 sont détruites par le protéasome en 11. Sûrement. 11, c'est là, c'est que le produit, après, quand on n'en a plus besoin, on synthétise, on le détruit par le protéasome. Donc, c'est vrai. Et enfin, un récepteur pour un facteur de croissance peut déclencher une voie de stimulation intracellulaire sans avoir fixé le ligand. C'est vrai, puisque le récepteur pour le facteur de croissance, okay, il peut, pas forcément en ayant un ligand, mais en ayant, par exemple, être coupé par 4, par exemple, si le 4 coupe directement sans passer par un ligand, ça peut constituer un FRT. OK? Alors, je vais juste faire une parenthèse. Dans la D, parce que je viens de voir la correction, dans la D, effectivement, ils disent les produits en 10. Alors, j'ai mal lu l'histoire. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est 5 plus 8. 5 plus 8 va être dégradé en 11. Mais 10, il ne va pas être dégradé. Okay? Donc, c'était juste un piège ici pour vous dire, mais non, mais 10, il va être synthétisé en ARN messager, puis en protéines, et il va suivre une réaction de FRT. Et donc, je vous ai donné la mauvaise réponse, mais avec la bonne justification. En gros, 5 et 8 qui ont fait leur boulot, après sont détruits. Okay? Donc, en tant que les molécules produites, non, les molécules produites par 10 vont donner des protéines, ne vont pas aller dans le protéasome. OK? Est-ce que vous avez des questions? C'est un schéma hyper important. Il faut vraiment que vous le fassiez. Vous refassiez l'écurie, enfin l'anal, c'est hyper important. Ça, on l'avait vu. Ça, on ne l'avait pas vu, on va le voir. OK. On l'a pas vu. Non, je crois pas qu'on l'a vu. Vous l'avez vu en plus ce schéma. Vous l'avez bien vu comme il faut. Donc, il n'y a pas de problème. On y va. La question donc 18. Donc, je vous laisse un peu vous imprégner. Donc, 1, ça me paraît être un canal de calcium. 2, c'est le calcium. 5, c'est un récepteur à l'alanina. 6, c'est l'alanina. 3 et 4, c'est le récepteur IP3. Donc, ça, c'est hyper important. On va se régaler, je sens. 7, c'est des fils au niveau des anneaux latéraux. 8, c'est les anneaux latéraux. C'est les anneaux latéraux. 9, c'est le transporteur central. 10 aussi, c'est les anneaux latéraux, nucléoplasmiques. 11, c'est aussi ce qui va relier à la matrice nucléaire. 14, c'est l'enveloppe nucléaire. 15, c'est le mélosome. 16, c'est le translocon. 12, c'est un récepteur à l'ADN. Et 13, c'est l'ADN. Au niveau des légendes, on est bon. 1 est aussi présent dans la membrane plasmique. Évidemment. 1, c'est un récepteur de calcium. Donc, est aussi présent dans la membrane plasmique. Il n'y a pas de raison que ce soit faux. Mais il serait dans le sens inverse. C'est-à-dire, en gros, s'il est dans la membrane plasmique, le calcium, il irait donc dans il partirait. Alors, est-ce que quelqu'un a son schéma? Je ne les ai pas chez moi. Est-ce que vous confirmez que c'est bien un canal calcium? Je vous attends. Oui, c'est ça. Bon, ce n'est pas une calcium ATPase. Bon, ça me paraît trop vrai. 3 est un ion Na, c'est faux. C'est un ion calcium. 3 est un transporteur passif. Alors, c'est justement, ça c'est intéressant. Si 2 va, si 2 va dans le sens contraire du gradient de concentration, parce que là, on est dans le sens contraire du gradient de concentration,
c'est actif. Donc, c'est un canal calcium qui est actif. Okay, parce que ça va dans le sens d'entre, ça va du cytosol à la lumière. Donc, c'est actif. Oui, mais là, on parle du récepteur ALP3. Ah, excusez-moi, j'ai cru qu'on était toujours dans OK, OK. 3 est un transporteur passif. Oui, oui. Ça va être un transporteur passif sans problème. Excusez-moi. Moi, je pensais que mais ça aurait été intéressant si on vous avait posé une question sur 1. Vous comprenez bien que c'est un transporteur actif. OK? OK, on avance. Je vois juste, je vérifie. Alors, apparemment, ils disent que 1, c'est la calcium ATPase, vous voyez? Juste pour vos trucs, donc ça change rien, mais c'est la calcium ATPase. L'AD4 est produit par le clivage de phospholipides membranaires, ça c'est facile, c'est vrai, aucun problème, c'est l'IP3. Et enfin la E4 peut être le produit après activation d'un récepteur couplé aux protéines G. Alors, comment on obtient l'IP3? L'acétylcholine qui va sur la RCPG, qui va activer la soluté alpha-Q, qui va activer la phospholipase C, qui va couper PIP2, qui va donner DAG et IP3. Et IP3 va sur son récepteur IP3. Donc, on est bon. Tout le monde est OK? C'est des questions basiques, ça. Hein. Vraiment, vous devez faire tout juste. La 19, 4 peut être le produit après activation d'un récepteur facteur de croissance. Alors oui, on peut activer, vous vous souvenez, un des derniers schémas du polycope, c'est qu'on peut activer, on l'avait vu la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu ce piège-là, mais moi je m'étais fait avoir, et j'ai bien retenu la leçon, c'est qu'on peut activer une phospholipase C en activant un récepteur tyrosine kinase. OK? 5 est un récepteur membranaire pour les filaments intermédiaires. 5, c'est quoi? Alors, oui ou non? Oui, puisque 6 c'est la lamina, donc il n'y a pas de problème pour les lamines. OK? Donc, si c'est un assemblage de filaments intermédiaires, c'est vrai, c'est la lamina. 6 contient des protéines farnésylées. Oh, c'est incroyable. Tu as vu, Tiffany? Je crois que Tiffany, elle va connaître le sujet. Hein. C'est du sûr, ça. Hein. Donc, effectivement. Alors, 2 secondes. La 6 et enfin la E, c'est vrai. Une mutation dans le gène codant l'un et la cause du vieillissement prématuré des enfants, c'est la progeria. Alors, 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Allez, excusez-moi. Donc, chez l'homme, un seul type cellulaire est dépourvu de 6. Alors, c'est quoi 6? Alors, ça, c'est une question, à mon avis, qui est hors concours. À moins que vous l'avez dans votre cours. Mais chez l'homme, un seul type est dépourvu de 6. Ça me paraît, je ne sais pas. À mon avis, c'est hors concours, ça. À moins que vous ayez la réponse. Mais a priori, ça me paraît être hors concours. 7, c'est quoi 7? Fixe. Ranjef, oui. Ranjef, non, il est en bas. Gap, il est en haut. Ranjef, il est en bas. OK? Certains des constituants du 8 sont glycosylés. C'est vrai ou c'est faux? Ça peut être vrai, sans problème. Puisque 8, on peut les retrouver aussi face cytosolique, sans problème. Tous les molécules qui voyagent entre le cytosol et le nucléoplasme traversent 9. Attendez 2 secondes. Merci, monsieur. Merci, au revoir.
traverse 9. Donc, c'est sûr que alors, ici, c'est sûr que c'est faux. Je vois ici. Non, pas forcément, ça ne traverse pas 9. Okay, il y en a qui peuvent être entre 8 et 9, si c'est moins de 40 kDa. Et si c'est plus que 40 kDa, c'est dans 9, à travers 9. 9 fixe l'extrémité 3' de l'ARN messager. Non, ça fixe l'extrémité 5', parce que quand l'ARN messager va sortir, il va sortir par le 5'. Pas évidente celle-là. Pas évidente, mais ça va. On avance. Question 21. Donc, on lit la question. 21. Certains des constituants 10 sont N-glycosylés. Alors, réfléchissez. 10, on est ici. 10, c'est l'anneau, un des anneaux qui est relié. Si la protéine est de ce côté-là, en regard de l'enveloppe nucléaire, oui, ça peut être N-glycosylé. Donc, sans problème. Donc, la A est vraie. Les protéines en conscient onde portent un NLS. Forcément. Forcément, en 11, c'est les protéines qui sont ici, forcément, elles sont rentrées avec un NLS. Ça, c'est facile. 12, c'est quoi 12? Excusez-moi. C'est le récepteur à l'ADN. 12 est une protéine qui pourrait être N-glycosylée. Ça, c'est non. Sur son domaine nucléoplasmique. Ben non. N-glycosylation, ce n'est pas sur le domaine nucléoplasmique. C'est le domaine, à la limite, luminal. Si ça a été vrai, c'est le domaine luminal. Certaines des protéines contenues en 13, très bien, contribuent à la compaction de la chromatine. Le 13, il va avoir des histones, par exemple, qui vont compacter la chromatine. Si c'est pendant la mitose, ça sera très, très compacté. Quand ça sera dans les interfaces, ça ne sera pas du tout compacté. Et enfin, en 14, excusez-moi, je lis le 14, c'est l'enveloppe nucléaire. 14 sont insérées des protéines membranaires reliant le noyau, le cytosquelette cytosolique. En 14 sont insérées des protéines membranaires reliant le noyau, le cytosquelette cytosolique. Oui, pas de problème. Il peut y avoir très bien des protéines qui relient les deux. Et je crois qu'à l'époque, il y a un nom, ça s'appelait la spectrine. Mais bon, peu importe. Donc, c'est vrai. Question 21, c'est vrai. Et enfin, question 22. 15, c'est le ribosome. Contient des ARN tous synthétisés en nucléole. Ça sent le faux. Alors, faites-moi plaisir. Qui c'est qui n'est pas synthétisé en nucléole ici? Pas le 5S? Le 5S. Alors, petit piège. Imaginons, je vous ai mis la flèche du 15 dans la grande sous-unité. 15 contient des ARN tous synthétisés en nucléole, ça aurait été vrai. D'accord? Donc, la petite sous-unité, là, a priori, ça vous montre la globalité. Mais si on avait fait la différence entre petite et grande sous-unité, il faut savoir répondre. L'ARN 5S qui provient du nucléoplasme n'est synthétisé que dans le nucléoplasme et va que dans la petite sous-unité. 15 est probablement en train de synthétiser une protéine cytosolique. Alors là, attention, synthétiser une protéine cytosolique, faux. OK, 15, c'est en train de synthétiser une protéine qui appartient au système endomembranaire. La protéine en constanté avec 15 peut ainsi entrer dans les reux. Vrai, pas de problème. 16 assure la traversée de protéines. Alors 16, c'est quoi? Excusez-moi. 16, c'est le translocon. 16 assure la traversée de protéines dans le sens cytosol vers la lumière. C'est vrai. 16 peut assurer la traversée de transport dans le sens de lumière vers le cytosol. C'est vrai aussi. C'est ce qu'on appelle, comment s'appelle de notre côté? La rétrotranslocation. La rétrotranslocation. Bravo. Alors, je peux vous poser une question aussi. 16 pourrait contenir BIP. 16 pourrait contenir, donc c'est vrai. 16 pourrait contenir une protéine fixant l'ATP. C'est vrai, c'est BIP. 16 pourrait contenir une protéine fixant le calcium. C'est BIP, c'est vrai. OK? Hyper beau schéma. Franchement, je suis très ému qu'on l'ait fait. Ça, on l'a fait la dernière fois. Ça, c'est le schéma qui est tombé mon année. Dommage, vous ne l'avez pas. Mais il aurait été intéressant. Est-ce que vous l'avez, ce schéma? Ça, c'est quoi? C'est un ARN messager. Vous connaissez. Avec la coiffe, ici, la queue polia, ici, la région régulatrice. Ici, imaginons c'est un ARN messager. Est-ce que vous l'avez, ce schéma? Non? Vous l'avez plus? Je ne crois pas que vous l'avez, mais je ne sais pas, ça peut tomber. Moi, je suis sûr que
ça peut largement tomber parce que c'est un ARN messager. Vous êtes tous censés savoir ce que c'est. Alors, c'est un composé désoxyribonucléotide. Donc, c'est un ARN messager, c'est faux. On est bon, on n'est pas bon. Est un double brin, c'est faux aussi. C'est un simple brin. Okay, c'est facile. Été produit par l'ARN polymérase 3. C'est faux. L'ARN polymérase 2 a été produit dans le nucléole. C'est faux. A été produite dans le nucléoplasme. On est d'accord? Et code pour une protéine, c'est vrai. Donc, vous voyez, si un schéma tombe comme ça, excusez-moi, c'est hyper... ça peut tomber. Ils sont très vicieux, ça peut tomber. 19. Donc, 19 a été produite par un précurseur plus court. Non, plus long. Puisqu'ici, on est dans l'ARN messager final. Donc, il a été épicé. Est associé à des protéines dans le nucléoplasme. C'est vrai, pas de problème, puisqu'il va être avec des RAN, des protéines NRS, etc. Est exporté au travers des pores nucléaires. C'est vrai, son précurseur interagit avec des ribonucléoprotéines. C'est vrai. OK, c'est pour sortir. C'est un précurseur interagit avec des molécules qui ont transité par le nucléole. C'est vrai. C'est qui ces protéines qui ont transité par le nucléole? Ah, vous ne le saviez pas. En fait, c'est un autre schéma. Vous ne le saviez pas. C'est un peu compliqué. Laissez tomber. 1, c'est la interagit avec des nucléoporines. Évidemment que c'est vrai. OK, c'est la définition. 1 comporte des protéines synthétisées à la surface du RE. Donc, 1, il interagit avec des protéines synthétisées en surface du RE. Oui, puisqu'il va passer par le port nucléaire et donc finalement, après, il va aller à travers le translocon et il va être à ce niveau-là. 1 comporte des protéines possédant un signal de localisation nucléaire. Bon, apparemment, ça, je pense que c'est vrai. Je n'ai pas de problème. L'extrémité en 2, OK, comporte groupement phosphate P04. Alors, ça ne me dit rien du tout. On s'en fout. La dénomination de l'extrémité en 2 correspond au numéro d'un atome de carbone. Alors, selon vous, vrai ou faux? Normalement, c'est un atome de azote. C'est pas de carbone. Bon, on s'en fout, c'est pas votre. On s'en fout. C'est pas hors sujet. 3 est une région promotrice. Alors, vrai ou faux? Région promotrice. C'est quoi 3? C'est la région codante ou la région non codante 3? Allez, bougez-vous. 4, c'est région codante. 3, c'est région non codante. Donc ici, on n'est pas du tout au niveau d'un ADN. Région promotrice, c'est l'ADN. D'accord? Donc, faites attention, ne pas confondre. C'est des bonnes révisions pour vous. Région promotrice, c'est l'ADN. Ici, on est au niveau d'une région non codante. La B4, c'est la région promotrice, excusez-moi, la région codante, comporte un nombre d'unités alimentaires multiples de 3, oui, c'est les codons. Comporte des introns, oui, puisque c'est eux qui vont donner les protéines. Donc, c'est vrai. On est toujours dans la question 21. Bon, vous dormez, hein. Des introns, des exons. Vous l'avez vu en cours, ça. 4 comporte des exons. OK, 4, c'est la partie active. Donc, ce n'est pas des introns, c'est des exons. 4 comporte la séquence attachée dans les bases de données, c'est vrai, pas de souci. Et 4 se termine par un triplet de nucléotides codants pour la méthionine. Normalement, c'est faux, puisque ça, juste vous. Ouais, exactement, c'est commence. Tout à fait. Et en question 22, 4 comporte une répétition de l'acide aminé alaline. Normalement, ça doit être alaline. Moi, j'aurais dit adénine. Quoi, l'aline? C'est quoi alaline? Ah ben voilà, c'est adénine, c'est pas du tout alaline. Donc, c'est faux. Donc, voilà. 5, c'est quoi 5? Ici, toujours 5, c'est la queue polia. Contrôle l'adressage à molécules et acides sur l'utilisation dans le cytosol. Oui, pas de problème. Le ribosome se déplace le long de la molécule décidée de droite à gauche. Non, de gauche à droite, très important. Le ribosome, il part de là et il va jusque là. C'est hyper important, ça.
Donc, de dos à droite. La C, la D. La molécule dessinée peut interagir avec une molécule combinée d'une vingtaine de nucléotides. Vrai. Ça peut être par exemple le CRNA, le miRNA. Et enfin, la E, la molécule dessinée peut être créée par un complexe enzymatique comportant une protéase. Alors ça, c'est vrai ou faux? Allez, vite. La molécule dessinée peut être créée par un complexe enzymatique comportant une protéase. Vrai ou faux? Ça ne peut pas être vrai, puisqu'une protéase, ça coupe les protéines. Ici, on est au niveau d'un ARN. Donc, si ça aurait été vrai, on aurait mis RNase. Ça aurait été vrai. OK? Voilà. Donc là, c'est la fin des annales. Il doit peut-être en manquer quelques-unes qu'on n'a pas faites. On essaiera de faire pendant les révisions des petits visios comme ça pour reprendre toutes ces notions-là. OK? Bon courage à tous.